Si les parece, entonces damos comienzo a la conferencia. Buenos días, en nombre de la Alianza Francesa de Buenos Aires, l'Institut Français d'Argentine y Editorial Manantial. Bienvenidos a la presentación del último libro de Pierre Rosanvallon, El siglo del populismo. Acompañan al autor Rocío Annunziata y Enrique Peruzzotti. Nuestro mayor agradecimiento a los conferencistas. Profesor Rosanvallon, un honor volver a recibirlo, esta vez en este marco virtual de la Alianza Francesa de Buenos Aires. Dicho esto, y antes de ceder la palabra a Lionel Paradisi Koulouma, director del Institut Français d'Argentine y consejero cultural de la Embajada de Francia, vamos a pedirles por favor que habiliten sus canales de traducción. Para los que quieran continuar en español, habilitan la opción español. Los que deseen continuar en francés, no es necesario que realicen alguna modificación. Por favor, también silencien todos sus micrófonos. Les damos unos segunditos para estas cuestiones. Et alors, maintenant, je passe la parole au directeur de l'Institut français, Lionel Paradisi Koulouma, puis on donnera suite à la conférence. Monsieur le directeur, je vous en prie. Muchísimas gracias, María, muy amable. Muy buenos días, casi buenas tardes a todas y a todos. Monsieur Rosanvallon, un grand honneur de pouvoir vous rencontrer dans cette modalité virtuelle et de bénéficier de votre intervention en ce 5 novembre. Me gustaría agradecer a la Alianza Francesa de Buenos Aires y a sus equipos por la coorganización del evento y especialmente a Nathalie, su directora, la señora Nathalie Lacoste-Yebra, a María Concepción y a Jeanne también, Jeanne Jezequel. Muchísimas gracias realmente a todo el equipo maravilloso de trabajo de la Alianza Francesa. Me gustaría también dar las gracias a la editorial Manantial, a su director, Carlos de Santos, por la publicación del libro en español. Me gustaría recordar que esta publicación fue apoyada por nuestro programa de ayuda a la publicación, que se llama Programa Victoria Ocampo, y me gustaría subrayar que Manantial no solo es el principal editor de la obra del señor Pierre Rosanvallon, pero sino también de Alain de Libera, de Jean-Claude Milner, Georges Didy, Huberman, entre otros. Y por lo tanto es realmente un pilar de las ciencias humanas y sociales francesas, tanto para la Argentina como para el mundo de habla hispana. Me gustaría, por supuesto, mucho agradecer al señor Pierre Rosanvallon, a quien dimos la bienvenida, así como hace un año, el 20 de noviembre del año pasado, 20 de noviembre del 2019, en la Alianza Francesa de Buenos Aires, y en este momento para hablar de la historia política desde 1968 hasta la actualidad. Y a quien encontramos en línea hoy, casi un año después, en un contexto muy diferente, como lo sabemos. Me gustaría recordar el fuerte vínculo de M. Pierre Rosanvallon con el Collège de France, una institución con la que estamos desarrollando una colaboración muy estrecha. Y a modo de recordatorio, el señor Pierre Rosanvallon ha ocupado la cátedra de Historia Moderna y Contemporánea de la Política del año 2001 al año 2018. Actualmente es director de estudios de la EHESS, la prestigiosa Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, en el marco de la Cátedra de Historia y Filosofía de la Política. Y el señor Rosanvallon preside el taller intelectual llamado La República de las Ideas. También queremos saludar a los ponentes, Rocío Annunziata y Enrique Peruzzotti, grandes conocedores de la obra y del tema de nuestro invitado.
y ambos han comentado recientemente el trabajo en el marco de lo que se llama la Cátedra Francia de la Universidad Torquato Di Tella. Me gustaría también dar las gracias al Centro de Estudios de Historia Política de la Universidad San Martín, de la UNSAM, al que pertenece Rocío Annunziata, y muchísimas gracias por la participación y la difusión. Invito a los espectadores a descubrir un largo extracto del trabajo sobre el libro de hipótesis, el cuaderno de hipótesis del Centro Franco-Argentino de Altos Estudios también en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, el CFA, y cuya colaboración también agradecemos, y me gustaría en particular destacar todo el papel de su excelente director, el señor Christophe Giudicelli. Y por último, por supuesto, me gustaría subrayar la importancia de esta publicación sobre el populismo en el contexto actual de las elecciones presidenciales americanas y más ampliamente a nivel internacional. Me gustaría subrayar también el interés del ensayo del señor Pierre Rosanvallon para la Argentina en su contexto político y también subrayar que el trabajo de Pierre Rosanvallon ha tenido un eco muy fuerte en la prensa y no solamente, pero también con una importante e interesante interacción con las tesis de Ernesto Laclau y de Chantal Mouffe. Un debate intelectual muy, muy importante y muy interesante. Muchísimas gracias realmente por su atención y voy a ceder la palabra a la señora Rocío Annunziata. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos, a todas, buenas tardes a quienes estén desde otras latitudes. Sin repetirme mucho, quiero agradecer primero a las instituciones organizadoras de este evento, en particular a la Embajada de Francia y al Instituto Francés, a la Alianza Francesa, al Centro Franco-Argentino de Altos Estudios, al Centro de Estudios de Historia Política de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM, al que pertenezco, muy especialmente a la editorial Manantial, que motorizó todo esto desde el comienzo. O sea, toda esta presentación fue muy motivada por Carlos de Santos, y por supuesto a Pierre Rosanvallon, por darnos el gusto de poder discutir de nuevo su obra con nosotros, que siempre lo hace. La verdad es que cada vez que tenemos un nuevo libro, tenemos la posibilidad de discutirlo con él, y eso para nosotros es un lujo. Así que muchas gracias. Quiero comenzar diciendo que este nuevo libro, El siglo del populismo, hace un aporte fundamental a la teoría de las democracias, porque presenta el populismo como una de las formas de responder a las aporías constitutivas de la democracia, de resolver, mediante un conjunto de simplificaciones, lo que es la indeterminación y el desencanto propios de la experiencia democrática. A quienes, por un lado, consideran que el populismo es lo opuesto de la democracia o su patología, en este libro Pierre Rosanvallon les advierte que tener esa posición es suponer que las democracias existentes, las democracias que tenemos, son referencias perfectas del proyecto democrático. En eso el libro tiene una posición muy interesante. Nos dice que si pensamos que hay democracias no populistas que funcionan muy bien, y por otro lado, populismos que las amenazan, no vamos a entender, a comprender realmente este fenómeno de nuestro tiempo. Pero también del otro lado, a quienes en cambio consideran al populismo como la lógica esencial de la democracia o de la política misma, como Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, también les advierte que están de alguna manera subestimando las simplificaciones que produce el populismo y que conducen a la democracia a uno de sus límites. Porque en efecto, ¿qué es para mí lo fundamental de esta obra? Es que presenta al populismo como una figura de la democracia límite. Es decir, una de las formas simplificadas de democracia
que lo que hacen es volver a las democracias contra sí mismas. El libro identifica 3 formas. En primer lugar, la democracia minimalista, que es la que reduce el rol del ciudadano al del mero elector, y que puede degenerar en oligarquías selectivas. En segundo lugar, la democracia esencialista, de inspiración marxista, que lo que tiende a hacer es a anular la división social y que puede degenerar o transformarse en totalitarismo. Y en tercer lugar, la democracia polarizada, populista, que también se apoya en un conjunto de simplificaciones, de reducciones, como por ejemplo la representación política reducida a la identificación con el líder, la expresión de la soberanía del pueblo reducida al uso del referendo, la diversidad social reducida a una dicotomía social fundamental entre nosotros y ellos, entre otras simplificaciones, y que puede también derivar en democraduras, digamos que es algo que ya está fuera de la democracia, cuando organizan las condiciones de su irreversibilidad. Entonces creo que aquí está el aporte más significativo del libro, que es inscribir al populismo en una teoría de la democracia. Esto nos permite, por supuesto, comprender el carácter democrático del populismo, pero sobre todo nos muestra cómo una teoría de la democracia contemporánea no puede estar completa si no le da su justo lugar al populismo. Del mismo modo que ocurre con el problema del aumento de las desigualdades sin precedentes, tan bien detallado por Pierro Zambalón en otro de sus libros más recientes, ya no se trata con el populismo de un fenómeno restringido a algunas sociedades, sino que estamos ante una mundialización del fenómeno del populismo. Entonces es fundamental poder vincularlo con la democracia. Y por otra parte, Pierro Zambalón ha propuesto en sus trabajos recientes, en su tetralogía sobre las democracias contemporáneas, una teoría de lo que se podría llamar la complicación de las democracias, ¿no? Que en lugar de reducir sus dimensiones, las expande y las multiplica. Entonces nos hace pensar cómo, al lado del pilar de la democracia electoral representativa, aparecen las formas contrademocráticas de expresión de la soberanía popular, de veto, de control, de juicio. Aparecen también las formas no electorales de construcción de la generalidad social y de la legitimidad, los principios de una forma de gobernar propiamente democrática y los distintos modos de construcción de una sociedad de iguales. Todas estas son formas de complejización, de complicación de las democracias. Con este nuevo libro, Zambalón nos ofrece la teoría de las simplificaciones de la democracia e ilumina las simplificaciones actuales, permitiéndonos también distinguirlas de las de otros momentos de la historia de las democracias, ¿no? La democracia se puede complicar y simplificar al mismo tiempo, ¿no? Y esta es la teoría que nos estaba faltando para completar justamente la teoría de las democracias contemporáneas. Me gustaría señalar unos aportes rápidamente, unos aportes más específicos, y luego aprovechar para plantearle algunos interrogantes que me despertó la lectura del libro, aprovechando que podemos dialogar con Pierro Zambalón. En primer lugar, esta teoría del populismo nos da pistas para aprender mejor la distinción entre populismo y totalitarismo, que creo que era un poco borrosa en la teoría política. El populismo no es simplemente la búsqueda de un pueblo uno, y verdaderamente no anula la división social. Digamos que no es un semitotalitarismo o un totalitarismo a medio camino, sino que se presenta como una política de la parcialidad, de una parte de la sociedad que se pretende como más legítima, pero que sigue necesitando y manteniendo la existencia de la otra. Por eso me parece que algo muy bueno del libro es que pone el foco en el concepto clave para el populismo, que es el de polarización, democracias polarizadas. El segundo aporte, para mencionarlos así rápidamente, es que me parece que este libro tampoco idealiza soluciones del pasado, ¿no? El populismo tiene uno de sus blancos privilegiados en los partidos políticos.
en la medida en la que rechaza toda forma de mediación, de intermediación, y los partidos políticos han sido los actores por excelencia de la intermediación política. Pero si los partidos ya no cumplen las funciones democráticas que supieron tener en otro tiempo, entonces no se trata de resistir al populismo volviendo al pasado, reivindicando una vuelta a una democracia de partidos que es de otro tiempo, sino de pensar nuevas formas, de pensar otras formas de participación y de representación. Ese también me parece un valor del libro. Y después me gustaría subrayar que el libro presenta una reflexión muy aguda sobre el rol que le dan los populismos a los ciudadanos. Esto es importante porque de lo que se trata, para Pierro Zambalón, es de hacer una crítica democrática del populismo, que reconozca a la vez los problemas que tienen las democracias mínimas o minimalistas, digamos, que reconozca que también tienen problemas las democracias que solo le dan al ciudadano un rol de elector. El populismo parece promover la movilización de los ciudadanos y su contacto directo con el líder, parte de comprender sus sentimientos de abandono y de rechazo a una clase política demasiado centrada en sí misma, pero en definitiva pone a los ciudadanos en una posición de adhesión a una oferta ya constituida, digámoslo, o por otra parte los empuja a una expresión de su voluntad reducida a su dimensión electoral, ¿no? Como es el caso del referendo, tan movilizado por los populismos, como muestra el libro, en donde el poder de todos, principio de la democracia, queda reducido al mero número, al mero cálculo, como ocurre también con las elecciones. Frente a esto, Pierro Zambalón propone alentar una democracia de interacción en lugar de una simple adhesión, y recuperar otros instrumentos democráticos como el sorteo, algo que en Europa está dando resultados interesantes y en nuestra región todavía no hemos explorado tanto, pero como el sorteo para formar foros, convenciones, asambleas de ciudadanos, capaces de traducir también el principio del poder de todos en el principio, digamos, cristalizándose como el poder de cualquiera, ¿no? Bueno, ahora me gustaría mencionar algunos interrogantes que me dejó la lectura del libro. En primer lugar, el libro me deja con la sensación de que estamos siempre saltando de una democracia límite en otra democracia límite, ¿no? Como hoy en día no estamos entre democracias oligárquicas, democracias mínimas tendientes a la oligarquía, digamos, y populismos. En algún sentido es el cansancio frente a democracias mínimas en las que la ciudadanía siente que su soberanía ha sido enajenada, ha sido alienada, lo que llama a soluciones populistas que reclaman una mayor expresión de la voluntad popular. Pero esta voluntad popular solo puede expresarse finalmente a través de un líder que la encarna. Entonces, el populismo no es una reacción a un elitismo que termina respondiendo con otro elitismo cuando reduce la representación a la identificación con el líder. En definitiva, la pregunta más de fondo que me queda es, ¿tenemos en el presente democracias que no estén en sus límites? Bueno, en segundo lugar, uno de los rasgos del populismo que enfatiza el libro es su hiperelectoralismo, o sea, su exaltación de la dimensión electoral y su simplificación, digamos, a lo electoral de las democracias, ¿no? Pero ¿cómo se conjuga este hiperelectoralismo con un contexto en el que las elecciones han perdido gran parte de sus funciones y de su desempeño democrático, como bien lo ha mostrado Pierro Zambalón en sus trabajos recientes, y para emplear los mismos términos que él usa, las elecciones se han desacralizado, ¿no? En el sentido de que ya no significan la opción por un rumbo político, y no se orientan por programas. Entonces, en un contexto de elecciones desacralizadas, en donde solo significan la selección de gobernantes, ¿cómo se articula este hiperelectoralismo del populismo? O sea, ¿cómo entender la paradójica exaltación de lo electoral que opera el populismo? Y me preguntaba, ¿logra el populismo resacralizar las elecciones? ¿Los populismos logran volver a darle ese sentido a los momentos electorales
según el cual se volverían la oportunidad de optar por una visión del mundo? En tercer lugar, de la lectura del libro me queda la sensación de que una de las manifestaciones del populismo que Pierro Sambalón llama el populismo difuso en todo el sistema político, podría llegar a ser incluso más importante, más significativa que los gobiernos populistas, que son más esporádicos, digamos, ¿no? Digamos que si el siglo XXI, como lo dice el título del libro, ¿no?, es el siglo del populismo, lo sería más bien por este populismo difuso en todo el sistema político que por los gobiernos populistas que podamos contar, ¿no? Entonces, tenemos la sensación de que algo que quizá en otro momento era marginal ha pasado a impregnar todas las democracias contemporáneas. Y en el libro, Rosambalón vincula este populismo difuso con movimientos sociales o manifestaciones ciudadanas de rechazo, por ejemplo, como es el caso de la experiencia de los chalecos amarillos reciente en Francia, ¿no?, entre otras. Pero lo que me preguntaba es si este populismo difuso no es en realidad un rasgo mucho más generalizado de los espacios públicos contemporáneos, que tienden a la polarización. O sea, hay algo que está en el espacio público, incluyendo en esta dinámica a los medios de comunicación tradicionales y sobre todo a las redes sociales, que al mismo tiempo, digamos, que fomentan la polarización de las opiniones, eso está demostrado por distintos estudios, crean también la ilusión de contacto directo y de ausencia de mediación en la comunicación. Entonces, lo específico del presente, frente a otros momentos populistas de la historia de las democracias, que están bien también trabajados en el texto, no es que vivimos en sociedades con espacios públicos populistas, no son los espacios públicos populistas en nuestras sociedades los que nos permiten hablar de este siglo del populismo. En cuarto lugar, en el contexto del desencanto actual con la representación, o sea, del sentimiento de mala representación, sobre el que también hablaba mucho Pierro Sambalón, el autor sostiene que es necesario desarrollar una representación narrativa, capaz de ofrecer inteligibilidad a sociedades que se han transformado y que se han vuelto opacas, ¿no? Y me preguntaba si no cree que puede ser precisamente el carácter narrativo del populismo el que lo hace tan exitoso en las sociedades contemporáneas. ¿El populismo no produce acaso también un modo de representación con una fuerte dimensión cognitiva, explicativa, o incluso con un estilo de carácter pedagógico en su discurso, digamos? En el libro se menciona algo que me pareció muy interesante, que es el modo en que los populismos movilizan pasiones. Entre ellas, pasiones de tipo intelectual, que son las complotistas, ¿no?, las teorías del complot. Me daba la impresión de que las teorías del complot son formas extremas de estos relatos que otorgan algún tipo de seguridad en un mundo cada vez más incierto. Pero yendo más allá de estas formas extremas, me preguntaba si acaso los populismos no son muy hábiles justamente a la hora de producir las narraciones que necesitan nuestras sociedades. O sea, son grandes narradores, digamos. Ya voy a ir cerrando, pero quería mencionar rápidamente dos cositas más. El populismo se basa en una identificación muy fuerte, decíamos, entre el líder y el pueblo, ¿no? Rosambalón lo ilustra muy bien con la expresión de Chávez: yo soy un pueblo. Pero pensaba en una tendencia también actual sobre la que también ha trabajado Pierro Sambalón, a la política inmediata e intimista, que es la política de la proximidad, ¿no? Y que en el extremo quizás se cristalizaría en fórmulas del tipo yo soy usted. Y que también apelan a la identificación, pero quizás una identificación de otro tipo. Entonces, ¿cómo pensar lo que tienen en común y lo que tienen de diferente el yo soy un pueblo y el yo soy usted, digamos, ¿no? Los líderes de proximidad muchas veces son confundidos con populistas, digamos, ¿no? Se muestran como los que buscan mostrarse como personas comunes y están de manera permanente mostrando su intimidad y buscando también transmitir una imagen de contacto directo con la gente. Pero me parece que
opera una forma de identificación diferente. Digamos, en la populista hay una dimensión colectiva y de construcción de un pueblo, mientras que en una representación de proximidad hay una identificación más uno a uno, singularizante, ¿no? Que no tiene este correlato de construcción de un pueblo al lado. Entonces, en definitiva, mi pregunta para Pierro Zambalón es cómo le parece que podemos distinguir a él los fenómenos de la política de proximidad y del populismo. Y ya para terminar, en el libro se diferencian formas de experiencias populistas, ¿no? En el libro se presenta una suerte de anatomía del populismo, como una definición, una teoría, pero que se aplica a distintas experiencias, desde el populismo difuso que mencionábamos recién, hasta los movimientos populistas, que son los que aspiran al poder, ¿no? Como por ejemplo Mélenchon, los regímenes populistas, que son aquellos que han accedido al poder, y finalmente, cuando pasan los límites de la democracia, las democraduras. Entonces me preguntaba si el autor, si Rosanvallón comprende a estas manifestaciones como etapas, ¿no? De una evolución que conduce irremediablemente a la democradura desde el momento en que un movimiento populista está cerca de acceder al poder, accede al poder, se transforma en gobierno, y entonces es inevitable, digamos, o cuáles son los aspectos que pueden permitir al populismo no abandonar los contornos de la democracia, ¿no? Y quedarnos del lado más acá, sin pasar a las democraduras. Bueno, muchas gracias. Le doy la palabra a Pierro Zambalón y le agradezco nuevamente. Vous êtes... Merci. Je remercie l'Alliance française de Buenos Aires d'avoir organisé cette rencontre. C'est la première fois que je fais une rencontre à Buenos Aires sur ce mode-là, bien sûr. Remercier aussi Rocio et Enrique d'avoir accepté de lire le livre et de le commenter. Et remercier aussi Carlos dos Santos, l'éditeur de Manantial, parce que j'ai compté que ça doit être mon 8e livre qu'il traduit et qu'il publie en Argentine. Donc, je suis reconnaissant à la fois aux 2 introducteurs, à Carlos dos Santos et à l'Alliance française. Pour répondre aux questions que m'a posées Rocio. La première question portait sur la définition d'une démocratie limite. Les démocraties limites, avec les 3 figures de la démocratie oligarchique, du totalitarisme et du populisme, sont évidemment des idéotypes, parce que chacune de ces figures, en même temps, prend des visages extrêmement différents. Je crois que d'une façon générale, la réflexion intellectuelle, c'est cela, c'est essayer de comprendre la diversité de la réalité avec un certain nombre de grands idéotypes. Mais ces idéotypes ne définissent pas des modèles. Ces idéotypes définissent des points de repère. Et si on veut parler en termes de modèles, à ce moment-là, je dirais, on perd tout intérêt dans la réflexion intellectuelle. L'idéal type donne des points de repère, mais il ne définit pas des modèles. Prenez le cas du totalitarisme. Si on regarde le totalitarisme communiste, il y avait une différence énorme entre le stalinisme et ce qu'étaient par exemple les régimes de Hongrie ou les régimes de Pologne, pour une raison très simple. C'est que dans les 2 cas, il y avait un parti communiste totalitaire qui régissait la vie politique, qui en quelque sorte était propriétaire de l'État. Mais Staline a fait des millions de morts, alors qu'en Allemagne de l'Est, il n'y a pas eu des millions de morts. Le régime polonais n'a pas assassiné sa population. Il a mis beaucoup de gens en prison, mais entre mettre des gens en prison et en tuer des dizaines de millions, comme l'a fait Staline, il y a une grande différence. De la même façon, si on prend l'exemple des démocraties à tendance oligarchique, eh bien on peut voir une différence considérable entre, par exemple, la démocratie américaine aujourd'hui et puis la démocratie allemande ou la démocratie suédoise. La démocratie américaine est presque
un exemple de démocratie oligarchique pour deux raisons très simples. C'est que c'est le seul pays dans lequel il n'y ait absolument aucune limitation de l'argent dans la politique, puisqu'on considère que le dollar est un moyen d'expression, fait partie de la liberté d'expression, eh bien, le dollar fait que quelqu'un, même comme Joe Biden, a dépensé plus de 800 millions de dollars pour faire sa campagne. En France, les campagnes électorales sont limitées à 100 000 euros. Non, pardon, sont limitées à 10 millions d'euros. Donc, on est dans des ordres différents de 1 à 100 entre l'argent dans les démocraties européennes et l'argent dans les démocraties américaines. On voit aussi que le Sénat américain, qui est l'institution la plus puissante après le président, le Sénat américain est composé d'une centaine de personnes qui, pour l'essentiel, sont des gens très riches, voire des milliardaires. Donc, la démocratie américaine, en troisième lieu, est aussi une démocratie qui n'a pas réalisé complètement le suffrage universel. Il est suffrage en théorie, mais quand on voit qu'il y a des quartiers entiers dans lesquels il n'y a pas de bureau de vote, quand on voit qu'il y a des États dans lesquels il est très difficile de s'inscrire sur les listes électorales pour des Noirs, eh bien là, on a trois faits. Le rôle de l'argent, l'oligarchie présente au Sénat et la difficulté de se faire inscrire sur les listes électorales qui montrent une différence considérable avec la Suède, pays dans lequel le Premier ministre a un salaire extrêmement limité, dans lequel il y a une égalité homme-femme qui est très développée et dans lequel les citoyens participent beaucoup. Et c'est la même chose avec les régimes populistes. Il y a une très grande différence entre eux. Les populismes européens sont très importants parce que la Hongrie de Orbán ou la Pologne de Kaczynski sont des pays authentiquement populistes. Mais comme ils sont insérés dans un ensemble démocratique libéral, leur populisme est bridé en quelque sorte, leur populisme est limité. Alors que le populisme par exemple, de Poutine est illimité d'une certaine façon, et que celui de Trump a été à la limite des institutions, si je puis dire. On pensait que les institutions américaines étaient très solides, mais on voit bien que les institutions ne sont pas la seule chose qui compte. Il y a aussi l'esprit des institutions. Il y a aussi ce qu'on appelle en droit constitutionnel les pratiques de la Constitution, les coutumes de la Constitution. Eh bien, Trump ne respecte aucune coutume de la Constitution, il ne respecte aucun esprit des institutions. Donc, il faut bien comprendre de cette façon-là les démocraties limites comme définissant des points de repère pour juger chaque pays. Ceci étant dit, ces démocraties limites ne sont pas de même nature, parce que quand elles vont au bord de leurs limites, dans un cas, c'est l'oligarchie, mais dans l'autre cas, ça peut être les camps de concentration. Donc, c'est quand même une différence extrêmement importante qu'il y a. Et il y a tout de même la distinction fondamentale entre des élections libres et puis des élections qui ne le sont pas. Or, dans beaucoup de pays, les élections sont un rituel politique, mais qui n'est pas associé à une liberté d'expression. Donc, c'est un rituel factice, pourrait-on dire, d'une certaine façon. Donc, il faut avoir tout ça en tête pour parler du populisme. Alors, et pour parler des autres démocraties limites. Alors, est-ce qu'il y a un régime, est-ce qu'il y a des pays qui auraient réalisé la bonne démocratie sans tomber dans aucune limite? Je crois qu'il y a des pays, il n'y a pas de démocratie idéale pour la simple raison qu'on peut définir la démocratie non pas comme un modèle, mais comme la recherche d'une mise en œuvre de ces principes. La démocratie, c'est simple de la définir. Si on dit que c'est la représentation du peuple, c'est la souveraineté du peuple, c'est le pouvoir pour le peuple. Seulement, qui est le peuple? Qu'est-ce que l'intérêt du peuple? Qu'est-ce que la souveraineté? Chaque élément de définition de la démocratie pose un problème dans sa définition. Donc la démocratie ne peut pas simplement être la réalisation d'un modèle, elle doit être l'exploration d'un projet. Et dans cette exploration d'un projet, il y en a qui sont plus avancés que d'autres, ça c'est sûr. On peut dire que les pays scandinaves, par exemple, ont été les premiers à aller aussi loin que possible dans la parité entre hommes et femmes en politique.
On peut dire qu'il y a des pays dans lesquels il y a eu aussi une expérience de représentation des groupes sociaux. On peut dire aussi qu'il y a des pays dans lesquels, de temps en temps, on fait des expérimentations de tirage au sort, on fait des expérimentations de délibération, on fait des expérimentations de jury citoyen. Il y a on peut dire tout un ensemble d'expérimentations démocratiques qui sont à l'œuvre dans beaucoup de pays. Et ces expérimentations, eh bien, elles peuvent mener un jour peut-être à des changements institutionnels. Pour l'instant, elles sont encore bien timides. Mais on commence à comprendre que la démocratie, ça n'est pas simplement gagner les élections, que la démocratie, c'est développer les formes de représentation. La démocratie, c'est développer les institutions de la souveraineté. Que la démocratie, c'est développer aussi les modes de prise de parole, les modes de délibération collective. Donc tout cela, on voit que la démocratie, c'est un champ d'expérience. Et que là, effectivement, ce qui caractérise beaucoup de régimes populistes, c'est que ce ne sont pas souvent des champs d'expérience. Au début, il y a un projet, mais les expériences, ils sont beaucoup plus limitées. Je ne connais pas beaucoup d'expériences nouvelles. Les grandes expériences qu'il y a dans les régimes populistes, ce sont des expériences, pourrait-on dire, d'embrigadement de la société, c'est-à-dire mettre en place des associations populaires pour soutenir le régime. Donc, ce sont des modalités d'implication ou d'embrigadement de la société. Mais ce n'est pas du tout des institutions, des expérimentations, je dirais, de la délibération collective. C'est l'association symbolique du peuple au pouvoir. C'est souvent ça, et donc ce sont des expérimentations qui sont beaucoup moins riches que d'autres, me semble-t-il. La deuxième question que vous posez, c'est autour du rôle de l'élection. Il est vrai que j'ai insisté sur le fait que l'élection est au cœur de la vision populiste de la démocratie. Mais en quel sens est-elle au cœur? Elle est au cœur parce que l'élection centrale, c'est l'élection du chef de l'État. C'est l'élection du chef de l'exécutif. Et il n'y a pas de régime populiste qui n'ait pas l'élection directe du chef de l'État. Alors qu'il y a encore aujourd'hui, dans beaucoup de démocraties parlementaires, c'est le cas, n'oublions pas qu'en Europe, il y a encore 7 monarchies. Hein. La Grande-Bretagne est une monarchie, la Suède est une monarchie, le Danemark est une monarchie, l'Espagne est une monarchie, la Belgique est une monarchie, les Pays-Bas est une monarchie. Donc dans ces pays-là, pour ne pas concurrencer le roi ou la reine, eh bien, c'est le Parlement qui nomme le Premier ministre. Donc c'est une élection au second degré. On va avoir des monarchies constitutionnelles qui sont parmi les démocraties les plus avancées dans le monde, parce que personne ne contestera que la Suède, le Danemark ou les Pays-Bas sont des pays qui sont parmi les démocraties les plus ouvertes et qui impliquent le plus la société. Donc je crois que s'il y a une espèce de culte de l'élection, c'est parce que l'élection, c'est la valorisation du leader. C'est l'élection du leader. Et le leader, c'est le rapport personnel entre un homme ou une femme, le plus souvent un homme, et puis la société. On voit l'exemple actuellement aux États-Unis. C'est la personnalité de Trump qui a fait l'élection et pas le Parti républicain. Donc ça, c'est une innovation pour les États-Unis même, que ce soit la personnalité du président qui compte et pas les idées et pas le parti lui-même. Et sinon, quand il y a des élections, ce sont des élections de type plébiscitaire, ce sont des élections référendaires, mais ce ne sont pas des élections, je dirais, dans lesquelles les citoyens ont un pouvoir de décision sur des choses particulières. C'est ça qui me semble très frappant. C'est que l'élection, en quelque sorte, c'est un rituel de communion avec le pouvoir. C'est un rituel de consécration. C'est ce qu'on peut appeler une vision plébiscitaire de l'élection. Et au fond, les Français en savent quelque chose parce qu'ils l'ont inventé avec Napoléon.
Napoléon Ier, les premiers grands plébiscites de l'ère moderne, c'était les plébiscites mettant en place le régime de l'Empire de Napoléon après la Révolution française, ou celui de Napoléon III. Donc, on pourrait dire qu'il y a cette dimension plébiscitaire dans l'élection et il y a une dimension rhétorique. C'est que les régimes populistes détestent les institutions indépendantes. Ils détestent que la justice soit indépendante. Ils détestent qu'il y ait des autorités de régulation qui soient indépendantes. Et pour diminuer ce rôle des institutions indépendantes, eh bien, ils les accusent de ne pas être démocratiques parce que leurs membres ne sont pas élus. Alors que je crois que la démocratie, ça n'est pas simplement le régime qui repose sur l'élection. La démocratie définit non pas simplement un processus de légitimation, mais la démocratie définit aussi une qualité politique. Est démocratique ce qui prend des décisions face au peuple et qui s'explique. On dit que la démocratie est le régime qui oblige les pouvoirs à s'expliquer. Or, un juge, il motive son jugement. Il doit s'expliquer des raisons pour lesquelles il prend. Il ne dit pas simplement, puisque je suis élu, je suis légitime pour prendre la décision. Donc, on voit bien là que dans la prééminence qui est donnée à l'élection, il y a une vision étroite de la démocratie comme procédure. Or, la démocratie n'est pas simplement une procédure. La démocratie, elle est une mise en forme d'un certain type de société. Et la démocratie, elle est la définition d'un type d'institutions qui sont au service de l'intérêt général. Et on peut être au service de l'intérêt général sans être élu, parce qu'on doit faire la preuve qu'on est au service de l'intérêt général. C'est ce que font beaucoup d'autorités indépendantes dans tous les pays. Parce que si toutes les institutions étaient élues, le danger, c'est que toutes les institutions seraient sous la coupe du pouvoir suprême. Et la démocratie, c'est tout de même le régime qui ne met pas tout le pouvoir dans les mains d'un seul, ou dans les mains d'un seul parti. Vous posez en troisième lieu la question du populisme diffus. Oui, ce populisme diffus, c'est une réalité très importante aujourd'hui. Comment analyser ce populisme diffus? Il a, je pense, ce populisme diffus, il a trois moteurs qui sont différents. Le premier moteur, c'est que partout dans le monde, le pouvoir exécutif est devenu le pouvoir central. Le pouvoir exécutif est devenu le pouvoir central parce que nous sommes dans des sociétés qui évoluent très rapidement, dans des sociétés soumises aux crises. On le voit actuellement avec le Covid, mais on le voit aussi en permanence avec, en Europe, les menaces terroristes. On le voit en permanence avec les problèmes du climat. Nous vivons en quelque sorte dans des états d'urgence, de degrés différents, mais nous vivons dans des états d'urgence. Et cela donne une prééminence au pouvoir exécutif. Et à ce moment-là, ce pouvoir exécutif a en permanence la tentation de se légitimer auprès de l'opinion. Donc, ça, c'est un élément du populisme diffus, c'est la prééminence du pouvoir exécutif qui veut avoir un rapport direct avec l'opinion, sans médiation. Donc ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément qui participe de ce populisme diffus, c'est le fait que les sociétés ne sont pas simplement régies par les conflits d'intérêts, mais que les sociétés sont définies par les conflits de valeurs. Les sociétés sont définies par les passions. Vous l'avez rapidement évoqué, cette question que je développe dans le livre. Or, il y a une très grande différence entre des passions et des intérêts. La différence, c'est qu'on peut toujours trouver des compromis entre intérêts, des intérêts toujours négociables. On le voit bien dans le monde de l'entreprise. Quand il y a la lutte des classes, c'est le face-à-face du patronat et des syndicats, mais ils discutent entre eux, ils trouvent des compromis. Alors que quand ce sont les passions qui parlent, quand ce sont des conflits de valeurs, eh bien là, c'est une lutte qui est beaucoup plus radicale. C'est une lutte dans laquelle on ne veut pas faire de compromis. Et je pense qu'un pays comme les États-Unis est un pays typique de cela. Aujourd'hui, aux États-Unis, les conflits ne sont plus les conflits entre les pauvres et les riches.
les conflits sont des conflits de valeurs. Et les pauvres sont prêts à voter pour des riches si ces riches défendent les mêmes valeurs qu'eux. Et d'un certain point de vue, c'est ce qui se passe avec Trump. Les gens ne regardent pas le fait qu'il soit milliardaire, il est secondarisé. Dans le débat public américain, le débat sur les inégalités est considéré comme un débat beaucoup moins central que les débats sur les valeurs, le débat sur l'avortement, le débat sur le mariage homosexuel. C'est tout cela qui constitue le ciment, je dirais, des mouvements conservateurs aux États-Unis. Donc ça, c'est une deuxième raison qui explique pourquoi il y a une atmosphère de populisme. Parce que le populisme, c'est le régime des passions. Ces passions, elles deviennent aujourd'hui plus fortes que les débats sur les intérêts. Alors que toute la démocratie s'est conçue comme un modèle de discussion et de négociation rationnelle entre des intérêts concurrents. Des classes sociales passent des compromis entre elles. C'est la définition même d'ailleurs du modèle social-démocrate. Le modèle social-démocrate, c'est le modèle de l'organisation institutionnalisée du compromis social. C'est le compromis de classe organisé. Donc, cette deuxième raison, ce passage des intérêts aux passions, explique pourquoi il y a aujourd'hui une forme de modèle diffus du populisme. Il y a une troisième raison qui explique ce modèle diffus du populisme, c'est le fait que, on me voit moins là. Ah. On me voit moins à l'écran là, non? Oui, ça va, on vous voit. Bon, très bien. Le modèle diffus du populisme, c'est aussi un modèle, enfin c'est aussi, je dirais, une forme politique qui essaie d'un certain point de vue d'inclure dans le débat public sur une même échelle toutes les choses. Donc, par exemple, la vérité devient aussi un objet de discussion. Il y a une politique, dans le populisme, il y a une politisation généralisée de la sphère publique. Et je crois que ça, c'est une dimension qui fait le lien entre les trois. Excusez-moi, Monsieur Rosanvallon, je crois que vous êtes en train de partager l'écran, votre écran. Ah, d'accord. Bon, il faut mettre... arrêtez de partager. Arrêtez de partager. Parfait. Voilà. Donc, ensuite, votre question est sur le désenchantement politique actuel et la question de la proximité. Alors, le populisme veut définir un rapport immédiat du pouvoir et du peuple. Et on pourrait dire que c'est le signe d'une proximité. Je ne pense pas, parce que la proximité, elle veut dire un lien de particularité. La proximité dans la politique locale, par exemple, dans la politique municipale, c'est d'aller vers les problèmes les plus concrets, s'adresser aux citoyens particuliers. Donc, il y a dans l'idée de politique de proximité, il y a l'idée du concret, il y a l'idée de la particularité, il y a l'idée de la singularité, alors qu'il y a au contraire, dans la vision populiste du rapport entre le pouvoir et la société, à la fois une intensité dramatique, si je puis dire, du lien sentimental, mais en même temps une abstraction. Le peuple reste un peuple très abstrait. Dire que l'inventeur de la formule « je ne suis pas un homme, je suis un peuple », vous le savez, c'est Napoléon III. Alors, en Amérique latine, elle est devenue célèbre avec Chavez. Donc, je ne sais pas si Chavez avait lu Napoléon III, peut-être pas. Mais en tout cas, Chavez, il avait lu Gaitán. Gaitán, le grand leader colombien des années 1930 et 1940. Et vous savez que c'est Gaitán lui-même qui avait employé cette formule « je suis un homme, je ne suis pas un peuple ». Et donc, il y a cette grande différence, cette grande distinction à faire entre l'idée de proximité et l'idée
et l'idée, pourrait-on dire, de fusion populiste. D'un certain point de vue, le peuple, il est absorbé dans le discours du pouvoir. Il est un élément du discours, mais il devient une abstraction. Il n'est plus un peuple concret. Et là, il y a une très grande différence entre justement ce que j'appelle la représentation narrative et puis cette espèce de mouvement d'absorption de la société dans le pouvoir. La représentation narrative, c'est ce qui consiste à raconter ce que vivent précisément les gens. C'est pour cela qu'il y a un rapport très fort, pourrait-on dire, entre la littérature et la démocratie. Qu'est-ce que la littérature? La littérature, c'est une façon de comprendre la société à partir des cas particuliers, à partir de vies singulières, à partir de personnes, à partir d'événements. Et donc, peut-être un des grands problèmes de la démocratie moderne, c'est que la démocratie conçoit trop la représentation simplement comme un processus que l'on pourrait dire un processus de nomination d'un délégué, de choisir un porte-parole, et non pas assez la représentation comme une présentation de soi. C'est pour cela qu'au XIXe siècle, dans le mouvement ouvrier, on disait très souvent en Europe, la bonne représentation, c'est quand nous prenons nous-mêmes la parole, quand nous racontons ce que nous vivons. C'est ça la démocratie narrative. Et donc, il y a une dimension très concrète, alors que dans cette autre dimension, eh bien, il y a une dimension, je dirais, abstraite qui se creuse. Bon, vous avez abordé beaucoup d'autres choses, mais comme l'heure tourne, je m'arrête là pour l'instant. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora le paso la palabra a mi colega Enrique Perusotti, a quien también le agradezco compartir este diálogo. Y que también va a hacerle algunos comentarios a Pierro Zambalón. Bueno, gracias Rocío. Buenos días, tardes a todos. Yo también quiero agradecer a la Alianza Francesa, a la Embajada de Francia y a la editorial Manantial por la participación. Es un gusto participar en esta charla y sobre todo celebrar la publicación de un nuevo libro de Pierre Rosanvallon, un libro que me pareció particularmente interesante, dado que hace tiempo que vengo reflexionando sobre el populismo y este libro, la verdad, abre nuevas ventanas y vías de exploración. El siglo del populismo, como señalaba Rocío, Pierre Rosanvallon pretende elaborar un primer esbozo de una teoría política del populismo. El populismo pareciera ser, nos dice, la ideología ascendente del siglo XXI, que se encuentra en una situación similar a lo que Fukuyama preveía para la democracia liberal, ¿no? Una ideología que en este momento no enfrenta competidores. Y esto es lo que hace a este fenómeno particularmente relevante, por eso nos anuncia Rosanvallon que por ahora esta ideología pareciera ser la ideología dominante de este siglo, y sin embargo es una ideología que no se ve correspondida, nos dice, con una teorización adecuada. En realidad, Rosanvallon nos dice que el populismo carece de teóricos, pero también de críticos que estén a la altura de este fenómeno. Y es por eso que en este libro aspira a saldar esa deuda, proveyendo una teoría democrática crítica del populismo. Y creo que el mayor valor de un libro muy rico, no voy a entrar en descripciones que ya hizo de manera magistral Rocío,
es más que el diálogo que tiene con la bibliografía teórica e histórica sobre populismo. Lo más interesante del libro es el diálogo que Rosanvallón tiene con su propia obra y la manera en que la pieza del populismo es ubicada en el rompecabezas más amplio de su extensa y sugerente reflexión sobre el fenómeno democrático. Yo creo que es el gran aporte de este libro, que incluso lo lleva a revisar anteriores reflexiones sobre el populismo, proponiendo una lectura más rica y comprensiva del fenómeno. Y en este sentido creo que Rosanvallón dirige su crítica a lo que considera una visión desdeñosa de la crítica liberal, en la que el populismo aparece como una variante del autoritarismo y su expansión actual como la principal amenaza a la supervivencia de la democracia liberal. El punto de partida de su reflexión teórica es inscribir este fenómeno como uno de los muchos episodios de esta historia que recién mencionaba, de la historia democrática, de ensayos y errores. Ensayo, en este caso, que da lugar a lo que él denomina como una de las formas límites de la democracia. No voy a describir los muchos argumentos relevantes del libro, que ya los ha hecho Rocío, sino continuar este diálogo realizando, digamos, algunos comentarios sobre el libro que han surgido a partir de la lectura. El primero tiene que ver con la teoría del populismo, ¿no? Y Rosanvallón nos dice que el populismo no está ligado a ninguna obra de magnitud, aunque reconoce un primer esfuerzo de conceptualización en lo que denomina como populistas de izquierda, sobre todo la obra de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Sobre este punto, y sobre todo leyendo y viendo la discusión reciente, la charla entre Rocío y Rosanvallón, si no es posible pensar a Carl Schmitt, en realidad, como el gran teórico del populismo. Su obra creo que es un punto de partida ineludible para pensar esta teoría política del populismo, y en cierta manera creo que Laclau está fuertemente influenciado por esa obra. La crítica que Carl Schmitt realiza al liberalismo y al gobierno representativo establece los lineamientos, o están todos los elementos de una teoría de esta democracia límite populista. La disociación entre democracia y liberalismo, la política como parcialidad más que como totalidad, la disociación o más bien eliminar los límites entre Estado de Derecho y política, la preferencia por la identificación por sobre la representación, de la aclamación por sobre la deliberación. Y de hecho creo que Schmitt está muy fuertemente presente en la obra que menciona Rosanvallón, La razón populista. Creo que este libro puede ser considerado como un equivalente contemporáneo a la crisis del parlamentarismo de Schmitt, en donde se organiza y desarrolla quizás la teoría más detallada y sofisticada de la identificación como alternativa a la representación. Creo que es, por un lado, el punto fuerte y la debilidad del aporte de Laclau.
pues al aportar o al apostar a la estrategia de la identificación, creo que este libro no tiene mucho que decir acerca del populismo como ejercicio de poder y como régimen político. Y en este sentido, yo descreo, y un poco esta es una de las preguntas, acerca de la posibilidad de un populismo de izquierda o de derecha. Si uno lee la obra de Lacroix, que está La razón populista, creo que es la obra más sofisticada y la teorización más sofisticada sobre el fenómeno, nos sirve para entender la lógica de identificación a través de los cuales movimientos o líderes populistas pueden acceder al poder. Pero es un libro que no tiene nada para decir acerca de qué es lo que hacen los populistas con ese poder una vez que lo han alcanzado. Y por lo tanto, no hay, esto es bastante particular para una teoría de la democracia o para una teoría del populismo de izquierda, el no tener una elaboración acerca de qué significa el populismo como ejercicio de poder. Por lo tanto, me parece que la idea de un populismo de izquierda no está adecuadamente conceptualizada, y más bien quedamos con una apuesta más bien schmittiana a una estrategia de identificación que puede salir puede suponer una salida democrática, pero también puede salir como una democratura o una dictadura. El segundo punto, y es una inquietud que me generó la lectura, pero también es una inquietud que me genera, digamos, mi propia reflexión sobre el populismo, es que creo que coincido en la necesidad de avanzar en una crítica superadora de las perspectivas liberal, pero por momentos me parece que la discusión de las democraduras populistas como experimento democrático se acerca se acerca mucho a la crítica liberal, en el sentido que se hace difícil, algo que recién mencionaban, encontrar alguna propiedad positiva en las democraduras populistas, y por lo tanto esta crítica liberal del populismo como una vía más lenta pero inevitable hacia la dictadura hace que el populismo aparezca siempre como una figura límite de la cual no podemos encontrar alguna función democratizante o alguna función positiva. Y en este sentido me parece que esto se agudiza en el contexto contemporáneo, puesto que hoy el populismo en el poder pareciera ser protagonista de una transición de las democracias liberales a democraduras o a dictaduras abiertas, en contraste con lo que fue la experiencia, por lo menos en América Latina, clásica de los populismos, que ahí los populismos podían ser considerados como democratizantes en tanto y en cuanto los regímenes que eran punto de partida de estos procesos populistas, de inclusión populista, eran regímenes no democratizados, ya sea variantes de regímenes oligárquicos o expresiones autoritarias. No es el caso presente, en donde el populismo contemporáneo tiene lugar en un mundo ya democratizado, y por lo tanto los populismos actuales están ubicados del lado interior
del límite que separa a la democracia a la dictadura de la democracia. Y un último punto tiene que ver con la sección de la crítica de la democracia multiplicada, que me pareció muy interesante y sugerente. En ese sentido, creo que el argumento de Rosanvallón de que todo ejercicio de crítica a las expresiones presentes del populismo tiene que estar inextricablemente ligado a una crítica de las democracias representativas realmente existentes, es un punto particularmente relevante del libro, y que por lo tanto nos debemos mover la discusión por encima de esta contraposición entre democracia liberal, democracia populista, o para emplear la terminología del libro, entre democracia polarizada y democracia mínima. Coincido también con la orientación propuesta de una democracia multiplicada, es decir, que lejos de apostar por una solución de simplificación, promueva la multiplicación de prácticas y mecanismos de representación en una dirección que sea simultáneamente post-liberal y post-populista. Ahora, esto me lleva a la cuestión anterior acerca del populismo con democracia límite. Y la pregunta es, ¿cuál es el elemento a preservar de las fórmulas, de la forma populista? Uno puede preguntarse cuál es el aporte que hace el populismo a esta democracia multiplicada. Y en este sentido yo pensaba, en función de las reflexiones que recién se hacían, que por ahí la respuesta tiene que ver en la demanda de populista por mejor representación y por su apelación constante a mantener vivo cierta noción de poder constituyente, salvo que, bueno, la pregunta o la inquietud del populismo es correcta, y la respuesta a ese problema es la incorrecta. Y en este sentido, coincido también, me parece muy interesante el análisis que realiza de una respuesta que intenta resolver el problema de la crisis de representación apostando a la hiperelección, ¿no? Es una visión de la rendición de cuentas políticas que propaga el electoralismo, no solamente en el uso del referéndum, sino también en la multiplicación efectiva de elecciones. Si uno ve la cantidad de elecciones que han tenido lugar durante Chávez y Maduro en Venezuela o en Ecuador durante o en Bolivia, vemos que justamente estamos en una versión hiperelectoralizada y de líderes populistas que se encuentran en campaña permanente. Y por último, creo que es muy interesante esta noción de multiplicación de las formas de representación orientadas a establecer una mayor circularidad entre sociedad y sistema político. Aquí estaba pensando en Emil Durkheim y su idea de cibernética de democracia, ¿no? Como un constante interacción y diálogo entre estos distintos fragmentos de la sociedad y el sistema político. Dejo aquí. Merci. Je vous remercie de vos questions.
La première question que vous posez concernant Carl Schmitt est intéressante. Vous avez raison, tout à fait raison, et moi-même je l'ai fait, peut-être pas suffisamment, d'insister sur l'importance de l'œuvre d'Ernesto Laclau. Et je pense qu'en Amérique latine, l'œuvre d'Ernesto Laclau a montré une rupture dans la compréhension du populisme. Parce que tous les premiers théoriciens du populisme en Amérique latine ont été des théoriciens qui se sont intéressés au péronisme ou qui se sont d'abord au péronisme en Argentine ou qui se sont intéressés au cas de Vargas au Brésil. Et dans ce cadre-là, le concept qui a émergé et qui a résumé en quelque sorte, je dirais, cette école latino-américaine de réflexion sur le populisme, une école de réflexion qui était à partir d'un populisme vivant, si je puis dire, a été une réflexion sur la transition, puisqu'on n'arrivait pas à définir le populisme. On n'arrivait pas à le définir comme forme politique. Il était trop hybride, parce que, bien sûr, Perón était une personnalité complexe, puisqu'il était à la fois proche des nazis, et puis il avait avec lui toute l'image de femme qui apparaît comme une icône populaire. Donc, il était très difficile de comprendre ce qu'était Perón avec les instruments d'analyse marxiste qui étaient ceux de la plupart des intellectuels de l'époque. Il n'y a pas de place pour Perón dans le marxisme, sauf à en donner une définition, je dirais, appauvrie, en disant que Perón n'est qu'un instrument du capitalisme international. Bon, mais c'était des définitions très appauvries. Et donc, tout l'intérêt du travail de Laclau a été de prendre en quelque sorte le populisme au sérieux comme un phénomène pour lequel on devait forger de nouveaux outils d'analyse. Et comme beaucoup d'autres intellectuels, il s'est tourné vers l'œuvre de Carl Schmitt. Il y a en quelque sorte toute une histoire de l'œuvre, de la réception de l'œuvre de Carl Schmitt à faire. Parce que pendant longtemps, Carl Schmitt apparaissait comme un théoricien catholique radical et en même temps comme un penseur nazi. Donc, il était en dehors de toute possibilité de discussion avec, je dirais, bien sûr, le marxisme, c'était impossible. Et il était en dehors de toute discussion possible avec la démocratie. Mais cela a changé à partir de la fin des années 1960, après 1968, notamment en Italie. C'est dans les milieux d'extrême gauche italiens que Carl Schmitt a été relu de façon différente. On a proposé de voir en Carl Schmitt une critique de la démocratie libérale, alors que Carl Schmitt était autre chose avant, de le penser comme une critique de la démocratie libérale et comme une vision de la politique des masses. Et donc là, il y a eu en quelque sorte une importation de l'œuvre de Carl Schmitt à l'intérieur de l'extrême gauche. C'était à un moment où l'extrême gauche, notamment en Italie, analysait l'État italien comme étant un État fasciste. Et donc, il fallait une mobilisation d'un peuple uni contre lui. Et paradoxalement, pour faire un front antifasciste de type nouveau, pour repenser le rôle du parti d'avant-garde, on s'est servi de Carl Schmitt, je dirais paradoxalement. Mais Carl Schmitt était un auteur de transition, en quelque sorte, entre la pensée d'extrême gauche traditionnelle et puis ce qu'allait devenir une pensée populiste. Et c'est la génération d'Ernesto Laclau. Et Ernesto Laclau l'a utilisé, je dirais, de façon très subtile et intéressante. Il l'a utilisé de façon subtile et intéressante, mais avec aussi des limites de ce que pouvait apporter Carl Schmitt. Parce que Carl Schmitt, au fond, sa critique de la démocratie libérale, elle est double. C'est d'abord une critique de la démocratie libérale comme régime de la discussion.
en disant la démocratie libérale, c'est le régime de la discussion, mais ce n'est pas le régime de la décision. Or, aujourd'hui, il faut prendre des décisions. Et il faut prendre des décisions, il faut agir pour le peuple. Et en ce sens-là, il y avait dans l'œuvre de Carl Schmitt quelque chose de très attirant dans cette critique de la discussion, mais au sens négatif du terme, une critique du bavardage démocratique. Passons du bavardage démocratique à l'action réelle. Donc, ça, c'était la lecture que pouvait faire, étant jeune marxiste, je dirais, Ernesto Laclau. Le deuxième élément de la lecture de Carl Schmitt, c'est une lecture sur l'unité du peuple, en disant au fond, le but de la démocratie, c'est cela. Le but de la démocratie, c'est de constituer le peuple en corps vivant. Et pour constituer le peuple en corps vivant, il faut trouver un principe d'unité. Or, la démocratie libérale, elle repose sur, je dirais, l'organisation de la diversité. Elle repose sur l'organisation du pluralisme. Or, dit Carl Schmitt, la démocratie ne peut pas être le pluralisme, la démocratie doit être l'unité. Et quel est le principe d'unité? Pour Carl Schmitt, le principe d'unité a été cela, sans discussion aucune, c'était le principe d'unité raciale. C'était la vision nazie du monde. C'est le sang qui fait l'unité de la société. Donc, évidemment, les lecteurs de gauche de Carl Schmitt, ils n'ont pas dit que c'est le sang qui doit faire l'unité, mais ils ont eu l'idée d'une unité essentielle, en quelque sorte, d'une unité essentielle qui est aussi donnée par le projet politique, qui est donnée pour eux par le parti d'extrême gauche. Et ça, c'était quelque chose de très important. Le parti d'extrême gauche, c'est ce qui ne continue pas la vision pluraliste de la démocratie libérale, mais qui construit l'unité du peuple, parce qu'on a l'idée du peuple qui contient la vérité du peuple, en quelque sorte. C'est l'idée du peuple qui contient sa vérité. Donc, il y a eu tout cet attrait pour Carl Schmitt comme théoricien de l'antilibéralisme que l'on pouvait essayer de décalquer. Alors évidemment, Ernesto Laclau n'a pas vu l'unité du peuple du tout sur le mode de Carl Schmitt. Il a vu l'unité du peuple comme ce qui était en quelque sorte un principe horizontal face à la division de classe, je dirais. Une façon horizontale aussi dans le monde contemporain de faire l'unité entre les combats syndicaux, les combats féministes, les combats de minorités en tout genre. Donc le peuple, c'est un petit peu le point commun de toutes les minorités. Donc il y avait ce point de vue original, c'est que le peuple est le pluriel du mot minorité. Ça, c'est le point de vue sociologique original qu'il y a chez Laclau et qui me semble mériter là tout à fait réflexion. Je pense que d'un certain point de vue, la vision sociologique du peuple de Laclau est plus riche que sa vision politique. Elle est plus riche que sa vision, je dirais, de la définition du pouvoir, d'un bon pouvoir démocratique. Et à cet égard, vous l'avez souligné, il y a chez Laclau, comme dans le populisme, un manque de réflexion sur l'exercice du pouvoir. Parce que la démocratie, ça n'est pas simplement la conquête du pouvoir, ça n'est pas simplement le combat pour mettre en place un pouvoir qui serait celui du peuple, c'est l'exercice de ce pouvoir. Comment ce pouvoir peut être qualifié de démocratique? Donc, on peut dire que chez Laclau, il n'y a pas de théorie du gouvernement démocratique. De même qu'il n'y en a pas chez Carl Schmitt. Le gouvernement démocratique, c'est le gouvernement qui incarne la volonté du peuple. Donc, c'est un pouvoir d'incarnation, mais ce n'est pas du tout, je dirais, un pouvoir dont il faut réfléchir les actions, les explications, dont il faut réfléchir en quelque sorte tous les éléments de confrontation avec ce que j'ai appelé la contre-démocratie. Ces éléments-là n'existent pas dans l'œuvre de Laclau. Mais si Laclau est arrivé à un moment important,
c'est parce son œuvre est arrivée à un moment où dans toutes les démocraties, l'analyse de la société à partir des classes sociales n'apparaissait plus suffisante. Donc, il y a dans l'œuvre de Laclos la prise en compte que la démocratie, la lutte des classes telle que l'avait pensé le marxisme traditionnellement ne peut plus être seulement la vision de la société. Que la société, elle est composée de façon beaucoup plus complexe. Que d'abord, à côté de ses intérêts de classe, il y a tout social. Mais que la société, elle se définit aussi beaucoup plus à partir des points de vue particuliers. La société est une société de particularité. La société d'individus n'est pas simplement une société d'atomisation. La société d'individus est une société de personnalisation, où chacun veut compter personnellement. Donc, Laclos a compris qu'il fallait en quelque sorte une sociologie politique nouvelle pour une société nouvelle. Donc ça, je le garde comme quelque chose de positif avec lequel on peut discuter. Il se trouve que j'avais discuté de cela avec Ernesto Laclos à peu près 6 mois avant sa mort, parce qu'il était membre de l'habilitation à diriger des recherches de Jean-Claude Monod en France, et qui est quelqu'un qui a justement tout à fait réfléchi sur ces problèmes de l'autorité en démocratie, de la personnalisation du pouvoir, et qui était un ami de Laclos. Et là, j'ai été surpris de voir que c'est effectivement sur ce terrain-là qu'il avait des choses à dire. Et je pense que si son œuvre a une réception, ce n'est pas simplement par son côté, je dirais, de critique antilibérale, parce qu'il ne l'a pas inventé. Et le simple fait de se réclamer de Carl Schmitt montre bien qu'il n'y a rien de nouveau de ce point de vue-là. Mais d'un certain point de vue, c'est le point de vue sociologique, qu'il faut comprendre différemment la société pour activer la démocratie aujourd'hui. Donc cette société plus disséminée, plus personnalisée, lui la voyait unifiée autour, je dirais, d'un concept à la fois très englobant et très abstrait de peuple. Parce que lui-même disait que ce qui donne un caractère concret au peuple, c'est justement celui qui va être le leader. Et Ernesto Laclos a insisté à plusieurs reprises sur le fait que le leader est absolument central. Il n'est pas simplement central pour lui parce que c'est l'exercice du pouvoir, il est central parce que c'est lui qui est le producteur de l'unité. C'est lui qui, en quelque sorte, est le producteur du peuple. Donc, il faut reconnaître cette originalité à Laclos, cette force, mais en même temps, dans les termes mêmes que j'énonce, la limite, en quelque sorte, de sa pensée. Et je crois que ce qu'a apporté Chantal Mouffe à Ernesto Laclos, son compagnon, c'était qu'elle venait d'une culture plus autogestionnaire. Moi, je l'ai connue depuis très longtemps quand Chantal Mouffe était dans les mouvements autogestionnaires et qu'elle défendait l'autogestion. Mais elle est aussi tout à fait contemporaine, c'est une européenne contemporaine des mouvements des minorités sexuelles, des mouvements féministes. Et elle a en quelque sorte, avec l'espagnol qui était le numéro 2 de Podemos, qui est Íñigo Errejón, qui maintenant n'est plus dans Podemos, elle a raisonné avec lui pour justement penser, je dirais, sur ce mode post-moderne, en quelque sorte, le peuple, hein, ce qui n'était pas tout à fait le cas de Laclos. Donc, de ce point de vue-là, c'est très intéressant de lire ces deux œuvres de Chantal Mouffe et de Laclos pour voir le chemin qu'ils ont parcouru, mais en même temps, peut-être qu'ils n'ont pas, à mon avis, donné les bonnes réponses aux bonnes questions qui se posaient. Et au fond, pour moi, c'est l'aspect positif du populisme. L'aspect positif du populisme, et là où il faut l'écouter, c'est sa critique des démocraties libérales. Parce que cette critique, il ne fait peut-être pas la critique la plus approfondie, mais il fait la critique des démocraties libérales, et effectivement, elles doivent être critiquées, ces démocraties libérales. Ces démocraties libérales doivent être critiquées, non pas seulement dans leurs principes, elles doivent être critiquées parce que
elle n'arrive pas à mettre en place une véritable représentation. Elle n'arrive pas à mettre en place une véritable délibération. Elle n'arrive pas à mettre en place ce que j'appelais une interaction entre la société et le pouvoir. Et donc, les démocraties libérales ne réalisent pas leur programme. Et donc, il est juste d'en faire le procès, mais faire le procès des démocraties libérales, en quelque sorte, le populisme réussit dans la critique, mais ne réussit pas dans l'alternative, si je puis dire. Puisque l'alternative qu'il a proposée, tant que le populisme reste un mouvement, tant qu'il reste un mouvement, ça peut être un mouvement d'exploration intellectuelle. Mais quand le populisme devient un gouvernement, à ce moment-là, les choses sont différentes. Parce que on peut discuter une discussion intellectuelle avec le populisme et les mouvements populistes. Mais quand le populisme devient un gouvernement, on discute des actes, on discute des pratiques, on discute de la façon dont, effectivement, on mobilise le peuple. Il est certain que très souvent, un concept central dans beaucoup de régimes populistes, c'est la mobilisation populaire. Mais le terme de mobilisation populaire n'a rien à voir avec le peuple, avec l'idée même d'expression populaire ou de représentation. Moi, j'ai visité au temps de Chavez et discuté avec plusieurs de ses ministres quand il était président. Et c'est ça qui m'avait frappé, c'est de visiter les quartiers pauvres et qu'on voyait les comités de mobilisation. Mais ces comités de mobilisation, ils étaient pour faire durer un pouvoir que l'on estimait favorable au peuple. Donc c'était une mobilisation pour le pouvoir, d'un certain point de vue. Et ça n'était pas une mobilisation d'expression de la société. C'était une mobilisation de soutien. C'était la même chose. C'était la même chose du temps de Perón. La mobilisation était une mobilisation pour le pouvoir. Peut-être que la seule forme de populisme qui a en Amérique latine, qui a été l'expérience la plus originale, c'était le populisme des militaires de Velasco Alvarado au Pérou après 1968. Parce que là, il y a eu cette expérience un peu particulière qu'on appelait de SINAMOS, le Sistema Nacional de Apoyo a la Mobilisation Sociale, où il y a eu quelque chose de différent qui s'est passé, je pense. J'ai été, moi, plusieurs fois dans le Pérou de cette époque et j'ai été frappé du fait que ça me semblait être autre chose que de la mobilisation pour le pouvoir. Il y a eu une tentative un peu particulière, parce que là, c'était des militaires qui étaient tout de même au pouvoir, de mettre en place ce projet. Donc, quand on parle du populisme, il faut juger des gouvernements populistes. Or, il y a une tendance très générale que l'on a vue des gouvernements populistes, c'est d'essayer de trouver les moyens de prolonger leur pouvoir au-delà des limites constitutionnelles. En Amérique latine, c'était frappant, c'était le cas en Bolivie, c'était le cas de Correa. Enfin, il a essayé, il a échoué en Équateur. C'était le cas aussi au Venezuela. On voit actuellement en Europe, enfin, dans l'Est de l'Europe, c'est le cas extraordinaire de Poutine, qui vient de trouver les moyens de se faire réélire de telle sorte qu'il sera au pouvoir, il aura pu être au pouvoir pendant 30 ans. Donc là, il y a cette idée que si on met en place un bon pouvoir, le peuple peut vouloir qu'il dure éternellement. Donc là, il y a une limite, me semble-t-il, tout de même de la proposition démocratique du populisme en acte, non pas le populisme théorique, car c'est difficile aussi, beaucoup de personnes n'ont pas les moyens intellectuels de critiquer le populisme. Parce que si l'on dit, mais si le peuple veut l'élection indéfinie, pourquoi pas ? Mais que veut dire le peuple veut l'élection indéfinie ? Je veux dire que le peuple, il ne peut pas enchaîner son avenir.
Et c'est pourquoi il y a des constitutions. Les constitutions, ce sont des mémoires de la volonté générale. Les constitutions, c'est que le peuple entretient avec lui-même un double rapport. Un rapport de l'immédiateté électorale et un rapport, je dirais, aux principes fondateurs et organisateurs de la démocratie. Donc là, on voit que, au fond, si le populisme, me semble-t-il, est l'idéologie triomphante aujourd'hui. Et si le populisme est l'idéologie triomphante, c'est qu'il n'y a pas en face de lui, s'il y a simplement la défense des démocraties libérales telles qu'elles existent, cette défense est très faible. Elle est très faible, sauf quand le populisme bascule dans la démocrature, comme c'est le cas en Russie. Donc là, il y a des arguments en faveur, je dirais, de la démocratie libérale quelconque. Mais sinon, les arguments démocratiques sont très faibles. C'est pour cela que j'ai insisté dans ce livre, et moi-même, j'ai beaucoup voyagé en Russie, je voyage très souvent en Hongrie, en Pologne, et d'insister, quand je vais dans ces pays-là, sur le fait qu'il ne suffit pas de faire une critique libérale de ces régimes. Parce que justement, eux pensent qu'ils s'établissent sur la base d'une critique du libéralisme. Donc, c'est au nom de la démocratie qu'il faut les discuter, et non pas en opposant la démocratie et le libéralisme, et en faisant du libéralisme le moyen de critiquer en quelque sorte le populisme. Donc, si le populisme est fort, c'est que la réflexion sur le populisme est faible et que la critique intellectuelle du populisme, elle est encore relativement faible intellectuellement. Et bon, avec ce livre, j'avais simplement en quelque sorte pour but de commencer à armer cette critique, à prendre le taureau par les cornes, si je puis dire, et à commencer cette discussion. Voilà. Je vous remercie d'avoir posé cette question, et vos questions étaient très complémentaires de celles de Rossio. Là, on est allé davantage un peu sur le terrain théorique, notamment à partir de la référence à Carl Schmitt et de l'œuvre de Ernesto Laclau. Bueno, con este cierre maravilloso que hizo Pierro Zambalón, ¿no tengo audio? Sí, te escuchamos. Me parece que cerró con recién de manera muy, muy buena nuestra discusión, y considerando que ya nos pasamos del tiempo que le habíamos pedido que dialogara con nosotros bastante, entonces me parece que podemos darle cierre a la actividad, agradeciéndole de nuevo a las instituciones que organizaron y especialmente a Pierre. Muchas gracias. Merci. Muchas gracias por esta disposición a dialogar con nosotros. Y a Enrique, de nuevo, qué bueno que compartimos este encuentro. Bueno, gracias a ustedes. Desde la Alianza, bueno, un placer realmente, Monsieur Rosanvallon, un gran honneur pour nous tous, comme toujours. Así que nuestro gran agradecimiento a todos ustedes por la disponibilidad y al público por el interés, digamos, hacia la charla. Bueno, ahora les resta comprar el libro. Así que buenas tardes a todos, un placer. Muchas gracias.